Qui a écrit les livres de cette C'est une salle très tolérante. C'est vrai. Oui, c'est Je pense que je vais quand même faire un. Voilà. Surtout des petites, enfin, prendre la précaution de rappeler. Comment dire, le texte. Ouais. Ça ne dérange pas, je dis pas plus loin. Et je vais écouter les livres. Je savais pas si tu as terminé avant. Ok, on peut commencer. Merci à toutes et tous pour être ici. On est à la 8e séance du séminaire de cette année. C'est une séance que je considère assez importante parce que on va aujourd'hui profiter toutes et tous ensemble de deux interventions qui, on espère, vont se agencer. La première, c'est une intervention de Marcel des soulèvements de la Terre, et la deuxième intervention, c'est une intervention d'un membre du séminaire. Et donc, je pense que on pourra aujourd'hui essayer de mettre en relation, de faire dialoguer aussi des perspectives un peu différentes, dans le sens que l'intervention de Marcel sera plutôt une intervention qui présentera les thématiques du livre qu'on est en train de lire en tant que groupe d'organisation du séminaire, et qu'on on a vraiment aimé comme contribution collective à la réflexion sur les thématiques principales du séminaire, à savoir la question de la lutte, de la résistance, des pratiques de contre-hégémonie à l'époque de l'Anthropocène et du Capitalocène. Et Giorgio, il présentera son dernier travail. C'est un travail qui bride, j'imagine, plusieurs langages, à la fois l'analyse philosophico-politique et ce qu'il appelle la fabulation, inspirée par le nouveau matérialisme, pour aller à la recherche de nouveaux langages et de nouvelles pratiques, qui sont précisément les pratiques dont aujourd'hui on va analyser leur potentiel, leur capacité d'organisation et d'articulation avec d'autres luttes. Et donc, je pense que c'est une occasion aussi pour une discussion collective. L'autre fois, en tant que collectif d'organisation, on a remarqué que les plus jeunes ils ont plus de mal à prendre la parole. Donc, aujourd'hui, en tant que modérateur de la science, je vais appliquer un critère du genre et un critère anagraphique dans la prise de parole, parce que je pense que c'est très important de briser un peu les rôles et les dimensions qui se structurent, pas pour une volonté politique, mais c'est parce que parfois il s'instaure une configuration de la prise de parole qu'il faut toujours dynamiser, disons. Donc voilà, la première à intervenir sera Marcel. Marcel est une militante des soulèvements de la Terre. Elle est aussi docteur de recherche. Et donc, je pense que sa contribution pourra à la fois nous donner des éléments pour réfléchir sur les questions politiques de la lutte. Invitation. Peut-être juste pour me présenter, voilà, je m'appelle Marcel, je fais partie des Soulèvements de la Terre.
Et je dois avouer que ça me fait un peu bizarre d'être dans un séminaire de recherche puisque, comme je te le disais juste avant, je fais également de la recherche et comment dire? J'étais censée commencer un post-doctorat, mais a priori, mes activités militaires modifications, je pense, de comment dire? Au sein même du milieu de la recherche, comment dire? Aussi en termes de répression qui commencent, enfin, c'est pas qui commencent, dans le sens où c'est des choses, c'est des pratiques qui étaient, de répression qui étaient déjà existantes, mais où on voit quand même néanmoins que elles se prolongent et elles se poursuivent. Et ça en dit long sur un peu l'époque qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, peut-être tout d'abord pour présenter l'intention de ce livre. C'est moi qui vais m'en faire la voix aujourd'hui, mais bien évidemment c'est un texte qui est collectif, éminemment collectif. Ça pose déjà une immense question de se dire qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire un livre qui est censé parler pour tout un mouvement auquel des milliers de personnes ont adhéré, avec des centaines de comités locaux aujourd'hui qui revendiquent leur appartenance à ce mouvement-là, avec de nombreuses luttes territoriales également qui s'y rapportent. Donc pour vous en dire un peu plus sur la manière dont on a procédé pour rédiger ce livre, il a été écrit par une dizaine de personnes et puis ensuite longuement débattu, relu et redébattu par voilà, plusieurs dizaines de personnes qui prennent part activement au mouvement, que ce soit au sein de commissions, au sein de groupes de travail du mouvement, mais aussi au sein de luttes territoriales ou voilà, de personnes, par exemple, de l'atelier paysan, qui font aussi partie d'organisations qui s'y rapportent. Ce livre, c'est pas un manifeste, ou en tout cas pas dans son sens, pas dans le sens un peu classique de ce que pourrait vouloir dire un manifeste. C'est plutôt une tentative de raconter les dernières actions qu'on a menées, tout ce qu'a traversé le mouvement de sa création en 2021 après le Covid jusqu'à ensuite la dissolution et la manière dont le mouvement a muté, dirons-nous, après cette dissolution, en se multipliant notamment avec l'émergence de nombreux comités locaux qui sont de l'ordre de plus d'une centaine aujourd'hui. Donc voilà, dans ce livre, vous allez pouvoir trouver de nombreux récits d'action. Dedans, on essaye également de formuler quelques hypothèses politiques sur lesquelles je vais revenir. Ces hypothèses politiques, juste pour les nommer, il s'agit de celle du désarmement du béton, celle du démantèlement du complexe agro-industriel, que j'essaierai de définir un petit peu tout à l'heure, celle de la reprise de terre, et enfin celle de la nécessité de s'organiser pour agir. Évidemment, ces hypothèses politiques, elles se heurtent à des paradoxes, elles se heurtent à des tensions qu'on a également essayé de nommer, mais sans avoir la prétention de les résoudre, bien au contraire. Ces paradoxes, c'est par exemple la tension qu'il peut y avoir parmi nous entre une sorte de volontarisme activiste dans la multiplication des fronts qu'on peut être amené à ouvrir, des endroits dans lesquels on a envie d'intervenir, et qui du coup nous fait un peu l'impression d'être comme un hamster dans une cage, et par ailleurs la nécessité éminente de vouloir prendre le temps de réfléchir, d'élaborer une stratégie dans le temps long, de s'ancrer localement, mais tout en même temps devant être, devant se déplacer un peu aux quatre coins du territoire pour les différentes luttes dans lesquelles on fait des mobilisations. Celle aussi à laquelle on est de plus en plus confronté, qui est un peu cette tension entre la volonté de vouloir faire des actions qui sont massives, des actions de masse, mais également des actions impactantes, de faire de l'action directe de masse. Et ça, c'est, comment dire, on sent bien qu'il y a une adaptation en face, et ça nous pose aussi de nombreuses questions. Aussi, c'est cette tension à l'endroit de vouloir avoir une dynamique, une attention aux dynamiques d'horizontalité du mouvement, mais en même temps d'avoir une aspiration à se structurer et à avoir une organisation qui puisse durer. Voilà pour nommer un petit peu certains paradoxes qu'on parcourt dans le livre. Et malgré tout, entre ces hypothèses, entre ces paradoxes, il nous tenait quand même à cœur d'énoncer des positions politiques
voilà, qui sont un peu comme à certains endroits, voilà, où dans l'écologie politique, il peut y avoir des lignes de tension. Il nous semblait important de formuler quelques prises de position, notamment sur quelle est la nature qui se défend, c'est-à-dire euh, poser ce qu'on entend par cette phrase ou ce slogan qu'on peut voir un peu partout dans les mobilisations, et notamment pour se mettre à distance d'une défense réactionnaire des terres, notamment également à l'endroit de le fait de vouloir aller vers une économie de subsistance, mais tout en voyant bien que la question du retour à la terre est vraiment pas évidente. Voilà, comment lutter à la fois contre l'accaparement des terres sans être accaparé par la terre. Euh, voilà, on pose aussi certaines positions dans notre rapport à l'État, et également à l'endroit de la dialectique entre l'action et le savoir. Voilà, le but de ce livre, c'est notamment d'alimenter le débat à partir de nos expériences, vraiment en étant au ras de nos expériences, en les racontant, sur ce que pourraient être des formes d'organisation révolutionnaire, et ce que pourraient être des formes de réseaux de résistance, un peu comme sorte d'hypothèse politique qu'on essaye de soutenir. Voilà pour un premier point sur un peu l'intention de ce livre. Ça me semble aussi important de rappeler que le livre, enfin, comme je le disais, a été écrit directement par des personnes qui sont dans l'action, qui sont dans l'organisation, par des personnes qui agissent, et non pas euh, non pas pour faire une différenciation, comment dire, un peu binaire, mais non pas par des sociologues ou par des spécialistes ou des philosophes. Enfin, vraiment, on a voulu raconter cette histoire-là par les gens qui l'ont vécue. Euh, Peut-être pour faire un tout petit rappel sur ce que sont les soulèvements de la Terre. Donc, comme je le disais, c'est un mouvement qui est né en 2021, après l'immobilisation, on va dire, liée au Covid. C'est un mouvement qui est né à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui a un héritage fort à cet endroit-là. C'est donc un mouvement qui hérite de victoires qui, notamment, n'auraient pas pu être possibles sans une certaine forme d'action directe. C'est un mouvement qui cherche à redonner foi dans l'impact de l'action collective et qui cherchait, notamment après le Covid, à dépasser le sentiment d'impasse et de paralysie catastrophique dans laquelle voilà, on pouvait se sentir à ce moment-là. L'idée était vraiment d'essayer de retrouver prise, de trouver un petit bout d'une pelote de laine qu'on pouvait déplier pour ne pas être paralysé par cette idée de on veut sauver la planète ou on veut sauver le climat, ce qui nous mène à des objets qui sont vraiment trop gros pour qu'on puisse avoir une prise dessus. Et c'est pourquoi l'axe comment dire, l'axe thématique qu'on a choisi est celui de la Terre. L'idée est vraiment d'essayer d'enchevêtrer la Terre des écolos avec un grand T, avec la terre du monde paysan, avec un petit t. C'est pour ça que dans Soulèvement de la Terre, le T, c'est une minuscule. Oui, parce qu'on l'avait écrit majuscule. Et qu'on y tient. Comment dire, et c'est du coup, de par ce choix d'un axe stratégique et thématique à l'endroit de la Terre, c'est pour ça que ça nous mène à lutter à la fois contre l'artificialisation du sol, par voilà, la bétonisation, les grands projets inutiles et imposés, etc., de la LGV à la 69, à tous ces projets-là, et également à lutter contre l'accaparement de la terre, notamment par des dynamiques d'agrandissement dans le monde agricole. Euh, euh, et donc, de ce fait-là, oui, on peut dire qu'on est un mouvement écolo et paysan, mais par ailleurs, la Terre étant au croisement des questions à la fois sociales, coloniales et écologiques, comment dire, on ne se confine pas uniquement à la question de l'écologie. Le, pour juste en dire un petit mot, mais c'était également
l'introduction du livre qui a été envoyée, mais que, à vrai dire, j'espère que vous n'avez pas lu, parce que je me suis trompée, j'ai envoyé une version complètement non définitive du livre. Du coup, comment dire, les schémas, il manque des... Enfin bon, voilà. J'ai remarqué. Ouais, c'était vraiment pas la version définitive, mais du coup, si vous êtes curieux de savoir c'est quoi qui manquait, Voilà. ou si vous voulez jouer au jeu des 7 différences, n'hésitez pas à vous procurer un exemplaire original et fini, définitif de ce livre. Mais voilà, pour dire un mot sur, du coup, en termes de concrètement d'action qu'on mène, l'idée est vraiment d'avoir comme je le disais tout à l'heure, des actions directes de masse et donc d'avoir recours notamment, voilà, on a 3 modalités d'action dans notre répertoire, dans notre petite besace, qui sont le blocage, l'occupation et le désarmement. Le désarmement étant apparu, à vrai dire, un peu, comment dire, faisait pas partie des modalités d'action de base et je vais vous raconter très rapidement comment est-ce que c'est venu s'ajouter à notre répertoire d'action. Peut-être juste pour dire un mot aussi, parce que souvent, on se présente comme un mouvement, mais des fois comme une coalition ou des fois comme une organisation. Mais à vrai dire, c'est un peu une sorte de voilà, d'hybride entre ces 3 formes-là, ou des fois aussi en fonction de la répression, il y a une forme qui va être un peu plus pratique que l'autre à défendre. Mais voilà, euh, peut-être juste pour conclure sur la présentation des soulèvements, c'est donc un peu tout ça à la fois et qui est composé à la fois de personnes qui prennent part à l'autonomie politique, de personnes du mouvement écolo, de paysans, de syndicats et de personnes qui sont dans des territoires en lutte. Et puis qui, voilà, depuis la tentative de dissolution, qui est venue maintenant, il y a une petite stratification en termes d'organisation qui est venue s'ajouter, avec notamment la naissance de plus d'une centaine de comités locaux. Et pour en dire un mot, mais pas trop passer de temps là-dessus, on a amorcé aussi il y a quelque temps une mue du mouvement, où on a essayé de se structurer d'une manière un peu différente pour essayer de donner plus de place à la stratégie un peu de long terme, notamment avec la naissance de coordination thématique, tant sur la question agricole que sur la question de l'artificialisation, et tout en admettant également, comment dire, des endroits qui ne se tiennent pas complètement là-dedans, comme par exemple la campagne contre le groupe Bolloré qu'on a pu lancer, ou là notamment la participation qu'on a à Guerre à la guerre, un front antimilitariste. Maintenant, je vais essayer de m'atteler à pas bref du coup, mais comment dire, je vais essayer de vous parcourir un peu le livre en vous disant, moi, les endroits qui me parlent le plus. Je pense que j'ai prévu beaucoup trop. Du coup, c'est bien si... je voulais lancer un chrono au début, mais j'ai oublié. Tu veux que je le Je pense lance? qu'il y a certains endroits où je vais peut-être passer un peu vite, mais à vrai dire, je me demandais, mais on est peut-être un peu nombreux pour faire ça, si peut-être il y a des endroits, enfin, si, comment dire, si vous avez des curiosités, s'il y a des endroits sur lesquels vous aimeriez particulièrement qu'on traite, pour peut-être que je puisse faire ma petite sélection. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont venues avec une idée un peu précise en tête Moi, je de... t'avais déjà dit, Oui, mon intérêt, c'était la question de l'agriculture numérique. ouais, ok. Voilà, le rapport entre agriculture et numérique. Ouais. Après, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues comme ça avec des petites idées fixes en tête? Mais oui, moi, ça me vient à l'esprit comme ça parce que je passe une partie de l'année dans un endroit qui n'est pas la ville. Et il y a tout un mouvement, c'est en Italie, qui s'appelle Restanza, c'est-à-dire rester ou revenir. C'est le sud d'Italie où les gens sont partis dans les usines du nord, etc. Et donc de revenir à la terre Hmm. et de la faire produire d'une façon correcte, quoi. Voilà, Mm. donc ça c'est Eh ben, du coup, je dirais un mot peut-être sur la perspective de reprise de terre. voilà, reprise de Et, terre. et je passerai un petit moment sur peut-être un peu plus globalement la question du numérique, puisqu'en plus, c'est notre prochaine mobilisation, ce qui va me permettre de faire un peu de publicité. Enfin, pas de publicité, là, il y a mais... une autre. Et oui, Oui, moi, je suis intéressé, mais je sais pas, j'ai pas du tout lu le livre, sur la question de l'imaginaire. Comment transformer l'imaginaire pour justement avoir un peu une destination moins floue. oui, tout à fait. Et ben ça, du coup, je pense que peut-être la partie, euh, comment dire, dans laquelle on traite un peu le plus de ça, c'est peut-être sur la question du désarmement.
et notamment en quoi est-ce que c'est, on pourrait dire, une sorte d'opération défétichisante qui du coup s'adresse à l'imaginaire. Ou voilà, je vais essayer peut-être d'aller sur ces 3 endroits-là, ce qui sera déjà pas mal. Donc peut-être pour démarrer sur comment dire, la première partie du bouquin, qui présente donc cette hypothèse politique de désarmer le béton. Dans cette partie-là, on part tout d'abord voilà, on partage un petit peu une analyse de la filière béton, où voilà, c'est comment dire, écologiquement et socialement, c'est vraiment une filière dont les ravages sont de plus en plus connus, mais quand même, par exemple, je ne sais pas si vous saviez que l'artificialisation du sol est responsable de plus de 50% de la perte de la biodiversité. Et ça tombe bien, c'est Tanguy Martin qui m'avait fait cette réflexion. Il nous avait dit, mais vous savez qu'aussi les pesticides, c'est les 50% restants. Du coup, avec les soulèvements de la terre, vous êtes bien partis. Mais voilà. Et quant aux ravages sociaux de la filière béton, bon, bah, ils sont vraiment très nombreux, que ce soit de la dépossession des compétences des travailleurs, les nombreux accidents du travail, ou également le recours massif à des travailleurs immigrés qui sont, comment dire, qui restent enfermés sans perspective de régularisation. I finish my sentence and I call you. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas revenir, mais qu'on aborde dans ce livre. Mais juste pour résumer, peut-être l'idée de cette enquête existentielle, c'est notamment de participer à transformer la question du béton, vous voyez, le fait de l'aborder d'une manière technique à plutôt l'aborder d'une manière politique. Dans cette partie-là, on raconte comment est-ce que le désarmement est venu s'ajouter au répertoire des modalités d'action. Et à vrai dire, au début, il n'y était pas, et c'est plutôt par l'action qu'il est venu s'ajouter, ce qui voilà, peut exemplifier le fait que souvent la théorie vient de l'action. Et là, ça a été vraiment ça qui s'est passé. Le désarmer, ce qu'on entend par désarmer, c'est parce qu'on pourrait dire pourquoi vous n'utilisez pas le terme de saboter. Est-ce que vous voulez nier cet héritage-là? Pas du tout. On revient un peu longuement dans cette partie-là. À quel point est-ce que, bien au contraire, l'idée est justement de réhabiliter l'imaginaire, l'imaginaire populaire du sabotage tant ouvrier, mais aussi de ses héritages dans les luttes anticoloniales et dans les luttes écologistes. Et aussi une comparaison, une phrase qu'on aime bien dire, notamment sur pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme. C'est à la fois parce que, vous voyez, dans le code pénal, par exemple, la définition un peu classique du sabotage, c'est le fait de s'en prendre à des infrastructures vitales pour la nation. Où nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, ces infrastructures, bien au contraire, elles sont plutôt mortifères et que ce qui est vital, c'est de s'en prendre. Enfin, c'est de s'en prendre justement à ces infrastructures-là. Je voulais vous lire aussi une toute petite phrase sur comment est-ce qu'on a essayé un peu de ce qu'on dit un petit peu dans ce livre sur la notion de désarmement. Voilà, on y explique que le désarmement offre l'avantage d'expliciter en un même mot la portée éthique du geste et la nature des cibles. On s'attaque à des armes. Il forme une sorte de morale provisoire pour l'action. Ce qui nous tue, nous avons le droit de le défaire. C'est de l'autodéfense primordiale et les moyens sont tout entiers tendus vers une fin. Vous voyez, c'est aussi un peu l'idée d'essayer de répondre. Vous savez, ça peut arriver dans les médias qui nous disent, mais est-ce que vous êtes prêts à tout pour machin? Est-ce que tous les moyens sont bons? Eh bien, là, l'idée, c'est justement de dire qu'avec ce terme-là, ça nous permet de dépasser de nouveau cette dichotomie binaire entre fin et moyen et d'avoir la fin et le moyen contenus à la fois dans ce terme-là. Ce qu'on peut entendre également des fois, c'est que les désarmements ou les sabotages qui peuvent avoir lieu sont souvent d'ordre symbolique. Moi, ça me tenait à cœur de rappeler que, en fait, la symbolique,
c'est della lié à la question differenza. imaginaire. La symbolique, en fait, elle a une conséquence sur l'ordre matériel. Lui è Et intervenuto que, mi ha chiesto solo comment il dire, le désarmement, le sabotage, io on abito peut aussi le una parte saisir à travers dell'anno l'impact qu'il a fuori sur Parigi, in l'ordre campagna, symbolique. On peut c'è aussi le movimenti saisir che comme un processus de défétichisation, comme une sorte tanto de théorie che critique, mais proprio en acte, qui va viser à dénaturaliser l'ordre social établi. Pour ça, pour le rendre peut-être, pour rendre ces mots peut-être un peu plus concrets, come ça me tenait à fenomeno cœur de che vous parla citer un esclusivamente petit di témoignage qu'on a sabotaggio. reçu E pendant questi mi les stanno journées d'action impallidendo. centralisées contre le béton, qui Ma étaient lei donc è una des journées ricercatrice che d'action lors segue desquelles il y a eu l'introduzione e plus de l'interruzione di 70 contatti actions in qui ont queste eu cose. lieu, pas uniquement sur le territoire français, mais comment dire, dans plein de pays également. Et on a reçu le témoignage le témoignage suivant. J'ai trouvé les pages. Hop là. Avec mon petit sécateur, devant les câbles qui alimentent la grosse machine à cracher du béton, pour une fois vulnérable malgré tout un édifice social qui en nature la sacralité, entre parenthèses police, propriété privée, économie, etc., ma main ne tremble plus. Je désarme. Je désarme, cela signifie défaire cette barrière invisible qui contraint la pensée et l'action. Il n'y a pas à se ronger les sens sur une tâche qu'on ne peut pas accomplir, mais à se donner méthodiquement les moyens de le faire. L'hypothèse du désarmement travaille à défaire ce sentiment d'impuissance et le monde qui le produit. Elle ne procède d'ailleurs pas seulement d'un pari, mais d'une lecture attentive de la situation politique et des luttes qui ont animé le monde au cours des dernières années. Peut-être pour, comment dire, voilà, vous faire une autre citation du livre à propos de ce que j'entendais par rapport au caractère défétichisant du désarmement. Il y a cette citation aussi que j'aime beaucoup qui dit la chose suivante. Le sabotage, jusque dans ses formes les plus quotidiennes et minimes, apparaît alors comme un moyen de dénaturaliser la violence capitaliste, d'en désigner l'horreur tout en indiquant l'horizon de sa chute. Voilà pour un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur, comment dire, voilà ce qu'on dit dans ce livre pour vous donner un peu l'eau à la bouche aussi et peut-être vous laisser en découvrir un peu plus en le lisant, mais sur du coup la perspective du désarmement et notamment de désarmer le béton. La logique du désarmement, à certains endroits, par ailleurs, on peut quand même lui adresser une certaine critique, c'est qu'il s'agit peut-être quand même d'une sorte d'éclat qui n'en dit pas bien plus long sur quelles sont les perspectives un peu plus de long terme. Et là-dessus, pour être complètement honnête, on voit bien dans le livre le déséquilibre qu'il peut y avoir entre la partie autour de l'artificialisation, la partie autour du béton, où là, justement, là où on en est, c'est effectivement sur une notion de désarmement, contrairement à la partie sur le monde agricole, et où là, effectivement, on a réussi à élaborer plus sur un peu vous voyez, l'étape suivante qui serait celle du démantèlement. Démanteler, c'est quand même autre chose que désarmer, puisque là, on s'adresse réellement, non pas à juste une infrastructure qui est là, qu'on pourrait toucher, qu'on peut aller voir, mais à un complexe. Je vais détailler un peu plus tard ce que j'entends par complexe. Donc, ça me fait une petite transition sur du coup la seconde partie. Cette seconde partie s'appelle donc démanteler le complexe agro-industriel. Je voulais vous lire également juste quelques lignes sur qu'est-ce qu'on entend par démanteler le complexe agro-industriel et les difficultés auxquelles on est confronté directement dès qu'on se pose cette question, qui est celle de nos dépendances à ce complexe agro-industriel. Il y a des productions qui détruisent la possibilité même de notre avenir, mais dont nous sommes pourtant profondément dépendantes dans l'immédiat. Le démantèlement du complexe agro-industriel est emblématique de cette contradiction. L'un des défis de notre époque est de défaire ces infrastructures écocidaires
et de reprendre en main les techniques et les savoir-faire pour répondre à nos besoins sans elles. Passer du désarmement au démantèlement, franchir un cap. Le désarmement est un geste, une action. C'est un coup d'éclat pour interpeller et impacter. Le démantèlement est un processus de transformation, un long cheminement politique. Effectivement, d'autant plus quand ce à quoi on s'adresse, c'est le complexe agro-industriel, c'est-à-dire ce qui nous nourrit, même si on peut quand même remettre en cause cet énoncé-là. J'y reviendrai. Peut-être déjà pour expliciter un peu plus ce que j'entends par, enfin ce qu'on entend par complexe agro-industriel, à vrai dire, on reprend cette notion à l'atelier paysan qui la détaille dans son livre Reprendre la terre aux machines, qui nous a beaucoup inspiré. Eux reprennent cette notion un peu, on va dire, son historique, c'est notamment en lien avec le complexe militaro-industriel. C'est l'idée, vous voyez, de ne pas se limiter quand on pense, quand on élabore sur la question du monde agricole, ne pas juste s'arrêter aux exploitations agricoles, mais aller au-delà dans tous les chemins de dépendance et de liens entre les différents acteurs, disons, du monde agricole. Ça va notamment, ça regroupe, on va dire, les taux dans lesquels les agriculteurs sont pris, c'est-à-dire les industries de l'amont et les industries de l'aval. Les industries de l'amont, c'est donc toutes les grosses industries de semences, de tracteurs, de machines agricoles, de chimie, les banques également pour avoir des prêts pour investir là-dedans. Mais également cette autre mâchoire de l'étau qui sont les industries de l'aval, et c'est-à-dire toute la question de la transformation et de la distribution, l'agro-industrie, quoi. Mais à ça s'ajoute également l'État, la formation agricole, la recherche dans l'agriculture, notamment la FNSEA en tant qu'appareil, hein. Pas les adhérents, mais la FNSEA en tant qu'appareil. On peut ajouter, je pense, la coordination agricole aujourd'hui. Peut-être aussi les méga coopératives. Peut-être juste pour dire un mot sur ce complexe agro-industriel, il est né notamment, il s'est structuré pendant la modernisation agricole. L'effet de cette modernisation agricole, je vais peut-être être assez brève là-dessus parce qu'il y aurait énormément à dire, mais de nouveau, je renvoie au fabuleux livre de l'atelier paysan. C'est notamment d'avoir contraint le monde agricole à n'être qu'un débouché, qui va se spécialiser dans une sorte de matière première et qui donc, avec toutes ces dépendances-là, qui va, va juste être réduit à une sorte de débouché des industries de l'amont. Je pense qu'il y a plusieurs données aussi à prendre en compte qui sont notamment la disparition du monde paysan. On parle d'un ethnocide paysan. Il me semble que les proportions, mais alors là, je n'ai pas révisé mes chiffres avant de venir, et j'avoue, j'ai plutôt la tête dans le guidon autour de Stop Micro, du coup, mais je vais quand même tenter. Il me semble que dans les années 1950, on était plutôt à un tiers de la population active qui travaillait la terre, alors qu'aujourd'hui, il me semble que si on prend les travailleurs agricoles et les exploitants, exploitantes, on est plutôt autour de 3,5. C'est parce qu'on prend en compte aussi ouais, bon, voilà, c'est un peu controversé, mais on va dire entre 2 et 4, quoi. Comment dire peut-être une autre conséquence de cette modernisation agricole et de ce complexe agro-industriel, c'est, vous voyez, on dit souvent l'agro-industrie nourrit le monde. Bah, en vrai, quand on regarde un peu les chiffres de la violence alimentaire, je pense qu'on peut vraiment remettre en question cette phrase, cet énoncé. Que ce soit par exemple, je crois que c'est un enfant sur 4 qui a des difficultés à se nourrir, une personne sur 6 qui manque d'alimentation, quoi. Une personne sur 3 qui se prive de repas de manière régulière pour des questions financières, et une personne sur 2 qui se prive de repas de manière non pas fréquente mais occasionnelle pour des raisons financières.
Il y a un super travail fait par Bénédicte Bondy, si je me souviens bien, sur la violence alimentaire. De nouveau, je vous y renvoie. Mais les chiffres sont absolument dramatiques. J'ai l'impression qu'on a du mal à réaliser ça. C'est près de 8 millions de personnes quasiment qui sont éligibles à l'aide alimentaire aujourd'hui en France. Du coup, le fait de dire que l'agro-industrie nourrit le monde, vraiment, c'est un énoncé à remettre en cause. Par ailleurs, une autre conséquence aussi, elle, dramatique, est le fait que le mouvement ouvrier a été amputé de sa capacité à faire des grèves qui tiennent dans la durée, de par la captation et la spécialisation de la production de l'alimentation par le complexe agro-industriel. Et vous voyez cette question-là de la dépendance à la fois qu'on peut avoir à l'endroit de on a tous et toutes besoin de se nourrir, mais aussi celle de l'émancipation des travailleurs et des travailleuses de la terre. À vrai dire, elle nous mène quand même à une difficulté qu'on essaye de mettre en travail par ailleurs, hein, mais qui, je pense, est comment dire, qui est vraiment un endroit où il nous semble vraiment capital de s'adresser aujourd'hui, qui est cet endroit de comment est-ce qu'on fait tenir la nécessaire et la vitale démantèlement, le nécessaire vital, oui, démantèlement des infrastructures comme celle du complexe agro-industriel, mais en parallèle de réussir à tenir l'émancipation des travailleurs qui y participent. Là-dessus, je voulais juste vous lire de nouveau, très bien formulé dans le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, l'endroit où on le formule. C'est donc, nous proposons de faire du démantèlement du complexe agro-industriel un champ d'expérimentation pour une politique de l'autonomie. Sans en nier les profondes difficultés, un terreau existe pour un double mouvement qui combine offensive et alternative, qui conjugue la reprise en main de nos besoins alimentaires et la confluence des luttes contre le complexe agro-industriel. Il n'y aura pas une grande bataille pour prendre le complexe agro-industriel comme les jacqueries ont pris d'assaut les châteaux des seigneurs, les sans-culottes la Bastille et les bolcheviks le palais d'hiver. Pour nous, le démantèlement du complexe agro-industriel est tout autant une perspective stratégique et politique qu'une question technique. L'art du défaire et du refaire que nous cherchons à construire appelle des liens avec toutes celles et ceux qui détiennent des savoirs et des techniques, des clés qui ouvrent des perspectives crédibles de décrochage. Une sorte de politique ludique pour du savoir, pour détricoter des infrastructures toxiques et les transformer conformément à nos besoins, à notre éthique du travail et à une certaine attention à l'ensemble des vivants. Le démantèlement n'est pas une perspective théorique, c'est un travail manuel. Le temps est venu d'enfiler nos cottes et nos bleus de travail, de nous retrousser les manches et de nous saisir de nos outils pour prendre part à ce vaste chantier qui commence. Je n'ai pas lu du coup la partie sur ce que je voulais, mais c'est pas grave. De toute manière, le temps file. Et donc, du coup, ça me fait une superbe transition pour la partie 3, qui est celle justement de la reprise de terre. Parlant d'enfiler ses cottes. Dans la partie sur la reprise de terre, on évoque notamment un des outils qui nous semble un des plus peut-être pertinents pour essayer d'aller vers une reprise des terres. Peut-être juste pour dire un mot sur la question de là, le fait qu'il y ait un grand nombre d'agriculteurs et d'agricultrices qui vont partir à la retraite dans les années à venir, ce qui fait qu'il y a des terres qui se libèrent et que ces terres, elles se libèrent justement pour ces deux choses qu'on combat, qui sont à la fois l'artificialisation et l'accaparement. C'est pour ça aussi que notre angle stratégique est à cet endroit-là. Mais vous voyez, on entend souvent dire qu'il y a, qu'il y a des terres qui se libèrent, mais qu'on ne trouve pas de repreneurs ou de repreneuses. C'est plus complexe que ça quand même. En fait, à vrai dire, il y a autant de personnes qui souhaitent s'installer que de personnes que de terres. C'est le même nombre de personnes, quoi. Ça correspond vraiment parfaitement. Sauf que, évidemment, le matching, désolé de ce mot, est un peu difficile. Ce qui fait que c'est vraiment à cet endroit-là que ça coince.
Et c'est pourquoi l'outil de faire de la veille et de mettre en place des réserves foncières, c'est-à-dire de faire pression sur les organismes qui s'occupent du foncier agricole pour notamment réussir à dire ah bah non, tant qu'en fait cette terre-là, elle n'a pas retrouvé le bon repreneur ou la bonne repreneuse, ce qui souvent en fait met un peu de temps pour que les personnes puissent et les terres puissent se trouver. Et ben, du coup, c'est pour ça que comment dire, on propose, et notamment en s'adressant un peu aux comités locaux dans ce texte-là, en tissant tout un lien avec voilà, toutes les personnes, organisations, collectifs qui sont déjà sur ces questions-là, d'essayer de faire de la veille foncière pour essayer de repérer les situations d'accaparement notamment par les plus gros et pour essayer de constituer des réserves foncières afin que les terres trouvent des repreneurs qui mettront en place des pratiques agroécologiques et paysannes. Là-dessus, on élabore aussi comment dire, la question de la réforme agraire. Mais évidemment, toutes ces questions-là sont quand même confrontées au paradoxe, à la question du fait que même s'il y a autant de personnes qui souhaiteraient reprendre que de terres à reprendre, quoi, néanmoins, c'est sûr qu'en termes d'imaginaire, il y a quelque chose à travailler à cet endroit-là, dans le sens où c'est pas sexy de reprendre la terre. Et je pense que c'est nécessaire aussi de questionner les raisons historiques qui ont mené à ça. Et du coup, comment dire, de s'intéresser de nouveau à le processus historique qui a fait que les conditions des travailleurs et des travailleuses de la terre se sont quand même nettement dégradées à certains endroits. Là-dessus, sur la question de l'imaginaire, il y a une proposition qui a été faite par Alessandro Pignocchi qui est assez intéressante sur la question de la saisonnalité, qui est, vous voyez, l'idée de renouer avec des pratiques qui sont, à vrai dire, qui étaient assez communes. C'est-à-dire qu'il y avait ça c'est un peu des anthropologues qui disent ça, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais qui racontent comment est-ce que des peuples en fait avaient des pratiques un peu saisonnales, même en termes d'organisation de la société. C'est-à-dire qu'ils passaient de formes de société qui, à certains moments, pour les besoins de l'agriculture, devenaient tout d'un coup très verticales, autoritaires. Et puis, pendant la période de l'année où tout d'un coup, il y avait plus besoin d'avoir une certaine organisation bien structurée par rapport aux nécessités de l'agriculture, et ben, l'organisation de la société se transformait vraiment radicalement. Et du coup, lui, en s'inspirant un peu de ça, propose notamment qu'il y a des vastes mouvements de retour dans les campagnes, mais vous voyez, de manière un peu en fonction des saisons. Il me semble qu'on y fait référence dans le livre. Et aussi, voilà, on aborde aussi la question de la possibilité de notamment avoir des reprises collectives des terres pour justement ne pas se retrouver, en voulant lutter contre l'accaparement de la terre, soi-même accaparé par sa ferme, quoi. Mais bien évidemment, on n'a pas comment dire, vocation à résoudre cette question qui est éminemment complexe. Mais en tout cas, ce qu'on défend dans cette partie-là, c'est vraiment la perspective d'arracher la terre et l'eau aux logiques marchandes, d'en faire des communs, afin de concilier à la fois la défense des conditions de vie, de travail des personnes qui travaillent la terre, des dynamiques d'installation paysanne, d'avoir comment dire, des pratiques qui permettent de prendre soin de la terre, de l'eau, et en même temps de pouvoir avoir une perspective de construction d'autonomie alimentaire. Pour le résumer un petit peu, et il y a toute une position qui est décrite à l'endroit de la notion de subsistance, la perspective générale, c'est celle d'une perspective de subsistance, c'est-à-dire d'une production des biens nécessaires qui seraient encastrés, réencastrés dans des rapports sociaux qui, eux, seraient désirables et non plus comment dire, dans celle d'une société organisée en vue d'une production de marchandises. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Ok. Du coup, je ne vais pas aller sur Mais la après, on question peut discuter de... Ouais. Je ne vais pas aller sur la question de l'État, ni sur celle de la partie 4, qui du coup est sur bâtir une organisation
ça nous intéresse. Hmm. Mais on peut aussi en discuter après. Je ne sais pas comment on peut décider ensemble. Ok, bon, ben, très rapidement, euh, très rapidement, du coup, là-dessus, on part de cette tension entre euh, le constat de la nécessité de s'organiser de manière conséquente, mais tout en héritant d'une forme de défiance des organisations ou de certaines formes d'organisation liées à un certain nombre d'échecs historiques, notamment des projets révolutionnaires. Du coup, c'est pour cette raison-là, notamment, que on part des luttes locales, mais tout en faisant également le constat des insuffisances, à juste se dire qu'il suffit de multiplier les luttes locales, dans le sens où, oui, même s'il y a eu certaines victoires historiques, c'est vraiment pas suffisant à enrayer quoi que ce soit. Du coup, ce qu'on essaye d'élaborer, et là, c'est notamment en lien avec ce qu'on dit dans la prise de position dans notre rapport à l'État, c'est notamment le fait de se resituer sur une échelle qui ne soit pas forcément celle d'une lutte locale, ni celle de l'État, bien évidemment, euh, mais plutôt celle de territoire, dans le sens où les territoires qui n'ont pas une échelle forcément définie, mais vraiment dans cette idée de dire que les personnes qui devraient prendre les décisions devraient être les personnes directement impactées par ces décisions-là. C'est un peu, voilà, on a un peu cette formulation dans le livre All power to the people, n'est-ce pas la meilleure, je ne sais pas comment on dit, maxime écolo, enfin voilà, du style. On, en tout cas, l'idée on essaye de naviguer un peu entre toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre, comment dire, cette question qui des fois est un peu enfermante et difficile à dépasser entre réformisme, révolution. On essaye de naviguer un petit peu dans ces contradictions-là, dans ces tensions-là, en essayant de se dire que peut-être ce qui peut comment dire, ce qui peut constituer une sorte de cap, c'est le fait de, vous voyez, toutes ces luttes locales dans lesquelles on intervient, d'essayer de tisser une sorte de réseau de résistance, de relier un peu ces points, et du coup, de réussir à la fois à se coordonner, à coordonner aussi des forces offensives dans des moments un peu clés à un endroit ciblé, et non pas de se dire qu'il faut que ces luttes, comment dire, que... bon, je ne vais pas réussir à le formuler, c'est pas grave, de, en même temps, pousser à la constitution de contre-pouvoirs autonomes pour notamment mettre au travail nos dépendances, donc en lien avec ce que je pouvais dire là par rapport au complexe agro-industriel notamment, et tout en allant apporter un certain appui à un réformisme radical défendu par des alliés, notamment dans comment dire, dans des tentatives qui viseraient à élargir notre autonomie. Donc ça, c'est un peu sur la question de, comment dire, quel est un petit peu notre rapport à l'État, mais aussi quelle sorte de perspective stratégique et politique on essaye de dessiner. Et vous voyez que du coup, ça a forcément un impact sur comment est-ce qu'on se structure, puisque, en un certain sens, on a quand même du coup une forme d'ambition à l'endroit d'une échelle qui ne va pas se limiter à celle uniquement d'un territoire, mais qui vise justement à mettre en lien ces différents territoires. Sur cette question-là, pour le dire vraiment très vite, on n'est très certainement pas une organisation assembléiste, dans le sens où les décisions ne se prennent pas en assemblée de manière large. Du coup, on ne se revendique pas d'être une organisation horizontale, mais tout en ne se revendiquant pas d'une organisation verticale. On le résout peut-être un peu vite en se revendiquant de la diagonale. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye de défendre dans le livre. Si vous êtes curieux à cet endroit, je vous invite à vous rendre à bien. cette partie-là. Mais pour, comment dire vraiment très rapidement ce qu'on essaye de pousser, et peut-être je vais l'illustrer pour le rendre plus concret, mais c'est vraiment cette phrase de le pouvoir à ceux qui font. Vous voyez, par exemple, pour prendre, parce que
quand on parle de manière un peu abstraite de décision, c'est peut-être pas assez concret. Par exemple, les décisions un peu principales qu'on va avoir à prendre, c'est notamment dans quelle lutte quelle lutte va être au calendrier des soulèvements de la Terre. Et ben ces décisions-là, elles se prennent notamment en fait avec les personnes qui directement des différentes commissions, des différents groupes de travail, qui bah, du coup vont être sollicités pour ces mobilisations-là. Et vous voyez que d'un certain côté, ça fait sens, dans le sens où il faut bien savoir quelles personnes vont être prêtes à voilà, prendre du temps et s'investir pleinement dans une mobilisation qui va prendre enfin, des semaines de travail, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour nous, ça fait sens de non pas réserver cette décision-là à l'Assemblée, puisque ce ne sont pas des personnes qui vont prendre part ensuite directement à la construction de ces dates-là, mais plutôt directement aux personnes qui vont être amenées à les porter. Voilà, pour essayer d'illustrer un petit peu ce qu'on entend par le pouvoir à ceux qui font. Mais bien évidemment, ça ne résout pas tout. Très rapidement aussi, une notion qui est vraiment fondamentale pour nous, c'est la notion de composition. Je vais passer vraiment assez rapidement dessus, mais vous voyez bien, on a dit au début qu'il y avait vraiment toute une constitution très large de différentes composantes qui constituent les soulèvements de la Terre. Ce qu'on entend par composition, et pour le dire avec Deleuze, c'est cette étrange unité qui se dit du multiple. C'est vraiment l'idée de ne pas se confiner à une sorte de fétichisme identitaire. Vous voyez, il y aurait d'un côté les personnes masquées et de l'autre les personnes qui vont faire des recours juridiques, quoi. C'est vraiment l'idée de ne pas rester confiné à des identités figées, et où ça a vraiment un intérêt stratégique aussi, dans le sens, dans ce que ça produit, dans le sens où, dire un peu avec une métaphore musicale, mais on peut imaginer ça un peu comme un orchestre où les pupitres ne vont pas forcément suivre leur partition, mais plutôt improviser de manière un peu harmonieuse. Et ce qui va faire que du coup, ça devient un peu difficile à prédire et ça devient un peu difficile nos mouvements sont moins lisibles, quoi. Et ce qui fait que ça peut avoir de nombreux avantages stratégiques et politiques, quoi. Et puis, bien évidemment, c'est, comment dire, en termes existentiels, humains, ce que ça peut apporter de transformation. Il y a pas mal de récits de ça dans le livre qui sont assez chouettes, et notamment de ce que ça a produit directement en termes d'action. Je pense notamment au désarmement de la bassine de Cranchamban, qui est vraiment un récit d'épopée voilà, un peu cinématographique à la limite. Voilà un petit peu pour ce que je pourrais dire brièvement sur cette question de bâtir une organisation. Et peut-être pour du coup dire un mot rapidement sur la question du numérique, puisqu'elle nous tient énormément à cœur. On en disait déjà un petit peu un mot dans le livre, mais c'est néanmoins quand même notre prochaine mobilisation qui aura lieu, donc qui se fait avec le collectif Stop Micro, qui aura lieu dans l'Isère, à Grenoble, le dernier week-end de mars, qui sera constitué d'un colloque puis d'une manifestation. Cette mobilisation, elle a lieu contre l'agrandissement de deux usines, ST Microelectronics et Soitec. Parmi les raisons notoires, quoi, qui nous encouragent à être fortement opposés à ces agrandissements-là. D'ailleurs, le ministre de l'économie a annoncé que 3 milliards d'euros seraient donnés, voilà, pour aider ces agrandissements à se faire, au nom notamment de leur caractère un peu critique en termes de souveraineté. Ce qui est assez vite démonté quand on voit tout le réseau de dépendance. Enfin, c'est que même si ces industries-là existent en France, le réseau de dépendance est tellement énorme que, à vrai dire, ça ne suffit pas du tout à garantir une quelconque souveraineté. Mais en tout cas, comment dire, ces entreprises-là ont un impact énorme en termes d'accaparement et de pollution de l'eau, notamment pollution massive au PFAS. La consommation d'eau de ces usines, c'est l'équivalent en fait de la métropole de Grenoble, quoi. Et l'eau sort complètement polluée de ces entreprises. Mais malgré tout, ce qui est assez... il n'y a pas juste la question, vous voyez, des impacts directs, quoi. Il y a aussi la question de à quoi servent ces puces.
Et ça, on nous vend souvent, vous voyez, un peu ce truc de ah, mais en fait, le numérique, la numérisation, ça va nous permettre de réaliser la transition écologique, la transition énergétique. Peut-être là-dessus, juste pour de nouveau redire un tout petit extrait du livre sur cette question-là. La notion de transition repose au fond sur une vision erronée de l'histoire des techniques, si on fait notamment référence aux travaux de Jean-Baptiste Ressoz. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon, aujourd'hui massivement utilisé, et l'éolien ne remplacera pas le gasoil. Dans notre économie monde, les énergies s'accumulent pour satisfaire une demande toujours croissante. Pour résumer, il n'y a pas de transition, mais accumulation d'énergie, d'infrastructures, de profits. Notamment, voilà, en s'attaquant à ces usines-là, on s'attaque à une cheville ouvrière de cette accumulation des nuisances. Je ne vais pas rentrer complètement trop dans le détail, mais ces usines, les puces de ces usines, elles servent notamment massivement à faire des véhicules électriques, dont le pendant écologique a quand même été pas mal mis en cause, même si l'imaginaire à cet endroit-là de véhicules propres est encore assez résistant. Ça sert également à l'industrie des smartphones, etc. Et vous voyez, ce qu'on critique là, c'est à la fois les conséquences écologiques et sociales, notamment de l'extraction minière nécessaire à la soixantaine de matériaux qui est nécessaire pour ces objets-là et pour tout le reste de l'Internet des objets qu'on nous, voilà, qui est en train de se répandre. Notamment quand on pense aux impacts de l'extraction minière, c'est tant le travail d'enfants, des conditions de travail à la limite de l'esclavagisme, la pollution de la terre, du sol, de l'eau, de l'air, etc., pour les riverains et riveraines de ces mines. En fait, plutôt, comment dire, tous ces objets-là, et notamment tout ce que véhicule un peu cette idée de transition écologique, à vrai dire, c'est quand même notamment une délocalisation massive des nuisances écologiques et sociales, ou plutôt une certaine forme de néocolonialisme vert, quoi. Parmi cette Internet des objets, etc., qu'on nous vend, il y a notamment la question, évidemment, de l'agriculture numérique, mais qui, en fait, ne va servir qu'à augmenter, vous voyez, ces dépendances auxquelles font déjà face les agriculteurs et où ça va vraiment achever, vous voyez, cette disparition du monde agricole. L'idée va être encore de poursuivre cette surcapitalisation des fermes et du coup d'accélérer cette dépendance et cette boucle infernale de s'endetter, s'agrandir pour produire plus et ainsi de suite. Et du coup bouffer son voisin. C'est vraiment cette boucle infernale qui mène quand même, il faut le rappeler, assez souvent, dramatiquement à des suicides. Là, nous, ce qu'on voit dans cette promesse d'agriculture numérique, mais qui est déjà en cours, quoi, c'est vraiment l'aggravation de tout ce qui, comment dire, nous a déjà mené à cette situation-là dans le monde agricole. Et pour conclure, un dernier secteur que nourrit ces puces-là, ça, ils n'en font pas trop la pub, c'est le secteur de l'armement. Notamment sur cette question-là, il y a des puces de ST Microelectronics qui ont été retrouvées sur le champ de bataille ukrainien. Notamment, ça permet d'équiper les drones kamikazes russes. Blast a notamment fait une enquête dans laquelle ils ont prouvé que, vous voyez, si on prend juste 4 mois pendant la guerre en Ukraine, 4 mois entre janvier et avril 2023, Blast a répertorié plus de 30 millions d'euros de puces qui a été vendu de Stop Microelectronics à la Russie. Notamment la CGT de ST dénonce, elle, la participation active de l'entreprise au complexe militaro-industriel israélien. Et peut-être juste pour finir sur un petit peu mon dada, sur l'intelligence artificielle, du coup, ST est en train de dire qu'ils vont se spécialiser maintenant un petit peu sur les puces pour les data centers nécessaires à l'intelligence artificielle. Je voulais juste rappeler que voilà, cette technologie qui se prétend être du futur, en fait, ce qu'elle fait de manière intrinsèque, c'est
le fait de dire que c'est bien de reproduire le passé. Parce qu'elle ne fait que reproduire, enfin, on va dire, dans son fondement intrinsèque même, elle ne fait que prendre le passé et de dire que ce qui s'est passé dans le passé, c'est ça qu'il faut qu'il se passe dans le futur, et donc partir et légitimiser, naturaliser les discriminations historiques et systémiques dans la société. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, comme bien sûr dans les processus d'acquisition de données, il y a de nouveau ces discriminations qui sont présentes. En fait, le résultat est juste une accélération et une explosion massive des discriminations déjà actuelles dans la société. Et en plus, voilà, ça sert massivement à des dynamiques de logique managériale lorsque c'est utilisé, par exemple, à la CAF, à Pôle emploi, dans l'assurance maladie. Mais aussi, ça sert, vous voyez, à justifier le pire quand c'est par exemple utilisé par Tsahal pour identifier des cibles et puis ensuite dire que, vous voyez, c'était vraiment très scientifique, les bombardements qui ont lieu en ce moment et le génocide qui a lieu à Gaza. Voilà, pas très joyeux comme conclusion. Je pense que j'ai vraiment été très longue, non? Merci beaucoup. Et bon, il y avait beaucoup d'arguments. Matière. Et en plus, je pense que ta conclusion, même si c'est pas joyeuse, mais ça décrit aussi une réalité qui est celle dont nous vivons aujourd'hui. Mais ça fait aussi le lien avec l'intervention de Giorgio, Super. parce que Giorgio, il est l'auteur de Neurocapitalisme et un travail qui a publié en italien et en français, et aussi dans d'autres langues, je pense, Oui, anglais, espagnol. il y a quelques années. Et maintenant, son évolution, c'est vers les questions de l'écologie politique. Et donc, je lui laisse la parole en disant aussi qu'il y avait une autre question pour toi. Et c'est aussi un peu une question pour Giorgio, même si c'était une question adressée à toi, mais on va en parler après, que c'était la question des alliances interspèces. C'est-à-dire quel est le rapport entre les collectifs humains et non humains, que c'est l'un des sujets de la relation de Giorgio, malheureusement, en termes de vieilles pratiques de sabotage. Il y a un câble ici qui a été coupé. Donc, on ne peut pas se connecter pour montrer les diapos. Soit on va demander un autre câble en bas, soit on ne profite pas des diapos que Giorgio a préparés, mais qu'il a aussi imprimés. Donc, on peut les montrer comme ça, comme des pancartes, au lieu de les... On au lieu de les... On fait du manuel. Voilà, on passe au manuel. Sans Voilà. les micros. Et merci beaucoup. Alors, merci. Moi, je montre parce Ouais. que ça, c'est La première la qui est... description de la... Oui, Ouais. on peut le faire tourner. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup aussi d'être venu et merci à Marcel pour cette très riche présentation. Et moi, je serais plutôt du côté un peu de l'imaginaire, comme on avait dit. Heureusement, là, on a eu beaucoup de praxis, hein, donc on a touché le terrain. Parce que je vais partir du livre dont Francesco a parlé, c'est-à-dire mon dernier livre qui est, en français, c'est Les Chroniques du Boomernaut, et qui est une fabulation spéculative écologique. Ça, c'est la définition, les sous-titres. Et donc, on est effectivement sur les thèmes de occuper l'imaginaire et libérer Gaïa, et à l'intersection, disons, des matérialismes historiques et nouveaux et de l'écologie politique. Alors, le livre est sorti en Italie en fin 2023 et il a été traduit déjà en français, donc il va sortir dans les prochains mois par le même éditeur que j'ai eu. Et il y avait certaines images que j'avais utilisées qui sont aussi utilisées, non, c'est pas celle-là, c'est celle plus avant, mais je le dirais, qui sont aussi utilisées dans une espèce d'expérimentation que nous sommes en train de faire avec un petit groupe
des publications d'extraits de ces livres sous forme de messages en anglais pour la préparation comment dirais-je, de l'édition anglaise. Et alors, je commencerai un peu par aborder la question du cadre général et du cadre aussi de ma réflexion. Parce que tout ça, disons, est parti pour moi lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette période particulière qui était celle de la première phase de la pandémie, dont d'ailleurs il y a, je pense, le 5e anniversaire ces jours-ci, donc on en parle. Et dans cette sorte, je ne sais pas si vous vous rappelez, de limbe où les temps semblaient suspendus, les villes étaient complètement vides, chose que moi, je n'avais jamais vue dans ma longue vie. Et j'ai eu les sentiments que nous étions à un tournant. Alors, nous savons maintenant que les Covid n'a pas été seulement une source de précarité, de désorientation, de perte d'appartenance aussi, mais qu'à partir de ce moment, on a eu l'impression, je crois, de participer à une séquence où, de transformation du réel, une espèce de science-fiction dystopique. Et probablement, si on veut le voir d'un point de vue géopolitique, je ferai référence à un auteur italien disparu, mais qui avait publié déjà il y a plusieurs années, s'appelle Giovanni Arrighi, des ouvrages qui décrivaient qu'est-ce qui se passe quand il y a une transition d'hégémonie. Donc nous sommes probablement, et on le voit de ces jours-là, dans une transition d'hégémonie. Et normalement, ce qui dit l'auteur, c'est que dans cette transition d'hégémonie, on se retrouve dans des guerres impérialistes, néocoloniales et parfois génocidaires. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Cependant, pour la première fois, là, nous avons en arrière-plan quelque chose de plus important, c'est-à-dire la biosphère qui se dégrade à une vitesse fulgurante. Et ça constitue la crise la plus menaçante parce que c'est la moins réversible. Et dans ce contexte, la condition de vie de la très grande majorité des humains continuera à se détériorer à un rythme accéléré. Alors, face à cette perte de repères un peu auxquels nous assistons, politiques, culturels, sociaux, je me suis, comment dirais-je, j'ai perçu que les hypothèses sur lesquelles j'avais travaillé auparavant et semblait inadapté à ce contexte. Et donc, ça me semblait le début d'une nouvelle ère. Je parle du Covid et après de ce qui est en train d'arriver. Et l'idée, c'était de trouver, même pour s'exprimer, une modalité qui était appropriée pour déverrouiller ces impasses et activer d'autres imaginaires dans l'espoir, disons, comme il a écrit quelqu'un, comme a écrit Léonard, de rendre tangible la futuribilité de la justice climatique. Et en effet, donc, j'avais écrit Neurocapitalisme, qui analysait un peu le rôle des technologies numériques qui sont intégrées au cœur du capitalisme et créant un cadre d'exploitation des manipulations tout à fait nouveau par rapport au passé des individus et en général de la population mondiale, et notamment avec après l'arrivée des plateformes globales. Mais je ne savais pas trop comment procéder et tout a changé quand, à une heure tardive de la nuit, je travaille la nuit normalement, un étrange personnage est apparu assis devant mon bureau. Et donc, c'était un voyageur spatio-temporel que j'ai ensuite appelé les Boomernautes, un peu par analogie avec un autre personnage qui s'appelle l'Éternaute, qui est le protagoniste d'une bande dessinée culte argentine, qui est créée par deux auteurs qui s'appellent Osterheld et Solano Lopez dans les années 50 et 60.
Et dans cette BD, l'Éternaute est un survivant qui est pris dans une boucle temporelle et qui lutte pour résister à une invasion extraterrestre. Et c'est clairement une allégorie des dictatures de cette époque en Amérique latine. Osterheld lui-même et une grosse partie de sa famille ont été victimes de militaires, ont été tués par les militaires, et Solano Lopez est parti en exil. Et c'est là, je pense que ce confère à cette œuvre une résonance historique et militante. Et d'ailleurs, j'ai découvert que Netflix va sortir, je pense, dans un mois, une série en grand pompe qui est basée sur l'Éternaute, sur la BD de l'Éternaute. Et les boomernautes, quant à lui, c'est, comme dit les noms, c'est un boomer et qui a, comme l'Éternaute, été forcé de voyager dans le futur après avoir été victime d'un sortilège. Parce que comme il avait été militant dans les années 70 comme ça, alors il magnifiait les exploits de sa génération et qui, selon lui, étaient plus révolutionnaires de la génération Z. Et à un certain moment, il y a eu une sorcière milléniale qui lui a lancé cette fatwa qui est OK, boomer. Et à partir de ces moments-là, il est entré dans une dimension intemporelle et elle était dans la contrainte de voyager dans le futur. Alors, j'ai deviné qu'il voulait faire connaître son expérience extraordinaire, expérience du futur, pas du passé, bien entendu, aux générations actuelles et qu'il a été peut-être venu me voir parce qu'on avait en commun cette histoire de la militance du long 68, comme disait Tony, hein, et que donc j'aurais peut-être pu le comprendre et transcrire ce qu'il me racontait. Il s'agit, et ça c'est le deuxième, il s'agit de... Non, non, c'est pas encore le deuxième. Il s'agit d'une personnage, comment dirais-je, d'une personnage politique et aussi, comme on a dit, d'un personnage consensuel un peu à la Deleuze et Guattari parce qu'il crée un plan d'immanence avec certains concepts qui sont liés qui participent à la création de ce plan qu'il décrit. Et finalement, pourquoi une fabulation spéculative? Et comme l'écrit Giuliano Spagnol dans les préfaces, est une tentative donc d'explorer un nouveau champ de l'imaginaire, parce qu'elle devrait permettre d'entrer dans un monde SF qui, selon Donna Haraway, dont certains concepts font partie du récit, signifie à la fois science-fiction, féminisme spéculatif, fable spéculative, offrir scientifique. Et cela peut offrir des marges de liberté d'expression plus importantes. Et donc, c'est une idée d'explorer des futurs possibles avec ces récits pour déconstruire les cadres narratifs dominants qui structurent notre rapport au monde. Donc, et ça, c'est le deuxième argument. Donc, c'est les titres du slide, c'était les récits des diffractions du futur, donc les récits. Je donne quelques éléments du récit du livre, et d'abord en commençant par les acteurs. Alors, les cadres du récit met en lumière l'aggravation, on passe aux choses sérieuses maintenant, hein. Met en lumière l'aggravation de l'état de la biosphère. Hein? Déjà sérieux. Non! Décrite comme une septicémie des Gaïa, on le verra après, qui est en train d'empirer en liaison avec l'émergence d'une domination impérialiste. Et dans les acteurs, il y a ce qu'on appelle la gouvernance quantique. Alors, la narration, et les Bouvernautes est venu me raconter cette histoire il y a quelques années, mais déjà, il m'avait parlé de la prise de pouvoir
par ceux qu'il appelle les technotycoons. Alors, il y a d'autres néologismes aujourd'hui pour les décrire. Vous comprenez qu'il s'agit d'Elon Musk et de ses amis. Aujourd'hui, on les appelle broligarques ou techno-brothers, Technofasciste aussi. techno-fascistes ou techno-nazis, vu qu'ils font les saluts comme ça. Et ces grands patrons des plateformes globales et des multinationales de la technologie entrent à faire partie de ce qu'on appelle cette gouvernance quantique, et qui succède au cours de la deuxième partie du XXIe siècle, donc dans les futurs, à celle néolibérale incluse, avec pour objectif de reprendre en main le contrôle des multitudes, mais aussi de la biosphère. Et cette gouvernance, elle est convaincue de pouvoir détourner à son profit les théories de la mécanique et de la philosophie quantique, mettant en œuvre un projet galactique fondé sur l'imbrication, entanglement, et on dit mieux en anglais, de l'État et du capital. Et donc, grâce à ces ordinateurs quantiques de surpuissants, elle pouvait traiter des volumes de données colossaux, captant presque chaque recoin de la biosphère, chaque palpitation du vivant. Et après, il y a, comme autre acteur, la sphère autonome. La sphère autonome est, par exemple, ce soir représenté ici par le soulèvement de la Terre, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui a toujours existé, aussi dans le passé, et dès les terreaux de mouvements antagonistes issus de la base. Et ça, c'est l'autre acteur qui est en jeu et qui s'efforce à cette époque de résister à cette tentative de prise de contrôle totale de la gouvernance quantique. Et cette résistance qui s'organise est constituée par une ensemble une constellation qui est composée pas seulement par les humains, mais il y a aussi les non-humains, les machines, la matière. Et cherche à détourner les technologies du pouvoir pour réinventer des nouvelles modes d'interaction entre ces composantes d'une façon autonome. Et il arrive à un certain moment, au moins ce qui dit les récits, à ouvrir une brèche dans ces immenses projets technopolitiques de la gouvernance quantique et qui crée une opportunité inédite qu'on verra tout à l'heure. Et après, il y a Gaïa comme autre grand acteur. Et plutôt que parler des biosphères, les boomernautes, ils parlent de Gaïa, c'est un concept qui vient de Lovelock et Margulis et qui est, à moins, on peut le définir comme un système vivant complexe formé par l'interaction constante entre des organismes animés et les composantes inorganiques et qui tend toujours vers un état d'équilibre dynamique, une homéostasie. Maintenant, on passe, et ça c'est le troisième, les dynamiques. Les dynamiques, là, il y avait aussi une belle image qui a été faite pour cette publication en anglais. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? À cette époque, donc, comme je disais, Gaïa était en proie à une septicémie, c'est-à-dire à une infection généralisée qui, sans mettre sa vie en danger, parce que Gaïa en a vu d'autres, n'est-ce pas, dans le passé, détruisait quand même beaucoup, une grande majorité des réseaux de vie, non seulement humaines, et donc aussi du reste du vivant. La responsabilité des humains, au moins pour ce qui regarde la sphère autonome, on disait plutôt de certaines classes d'humains, était déjà établie depuis longtemps. Mais on ne connaissait pas vraiment les mécanismes des causes qui généraient cette maladie, cette infection de Gaïa. Et c'est alors que dans la sphère autonome, on découvre
que cette septicémie était liée à une variante de mème qui circulait entre les humains. Alors, vous savez très bien que le concept de mème est celui qui désigne une unité de transmission culturelle, un peu en analogie avec les gènes, seulement que c'est immatériel. Et ces mèmes, ils passent de personne à personne. Et les mèmes étaient devenus à cette époque-là un puissant levier d'influence et d'action politique. Et alors, cette variante de mème qui était virulent et qui était nommée nécomème infectait les humains et les rendait contagieux comme un virus immatériel. Et les personnes touchées, ils avaient un seul symptôme, des comportements individuels et collectifs pathologiques qui étaient destructeurs de l'environnement. Et ça, c'était la raison principale de cette maladie de la biosphère, selon la sphère autonome. Et alors, on pensait que l'origine de ces virus immatériels était liée à un usage abusif et prédateur de ce que les Bouvernottes appelaient la métatechnique. Alors, la métatechnique est simplement cette capacité de créer des nouvelles techniques. Les techniques, même comment dirais-je, les non-humains, ils ont beaucoup de techniques, mais on prétend que les humains semblent être les seuls pour l'instant détenteurs de cette capacité de créer des nouvelles techniques. Innovation, on l'appelle selon le capitalisme. Les premières souches de ces virus nécomémétiques s'est perdues dans la nuit des temps, mais avec l'avènement du capitalisme, d'abord industriel et après numérique, la diffusion a connu une accélération décisive parce que des maladies endémiques, elle devint une pandémie mondiale qui est propagée à la vitesse des réseaux, comme vous pouvez imaginer. Et à ce point, toutes les fausses tentatives de solutionnisme technologique de la gouvernance mondiale quantique pour combattre ou pour inverser la septicémie des Gaïa. Bon, j'en cite une avec des immenses projets, vous savez, de géo-ingénierie, comme on invente toujours, n'est-ce pas, dans le capitalisme. J'en cite une parce qu'il commence déjà, par exemple, à envoyer des quantités, à l'époque c'était des tonnes, de soufre et des carbonates de calcium dans la stratosphère de façon à réfléchir les rayons du soleil et limiter les réchauffements. Alors, tous ces projets de géo-ingénierie s'étaient avérés de remèdes qui avaient empiré, qui avaient exacerbé les mal. Mais lorsque la COP 97 arriva, même la gouvernance quantique s'est rendu compte que c'était inutile de tergiverser avec les greenwashing, etc. Et donc, ils commencent à préparer, pour eux-mêmes, l'élite commence à préparer comme plan B la grande évasion pour quitter la Terre en laissant la très grande majorité dans les chaos qui est en train d'arriver. Alors, à ce point-là, les activistes de la sphère autonome, qui les citent les écoféministes, après il y avait l'éco-warrior, l'éco-guerrier, les sémiocaires, les gamartivistes et même les schizo-tempétueux chinois avaient pour objectif de structurer une coalition multi-espèces. Et pour y parvenir, avait exploré des passages technologiques radicaux fondés sur des alliances inédites entre humains de classes opprimées et les autres composantes non humaines de la biosphère. Plusieurs technologies d'ailleurs de ce qui était du capitalisme avaient été hackées, piratées, et après on avait fait des développements au sein de la sphère autonome. Et par exemple, j'en cite une, il y en a plusieurs dans les livres, les technologies des affects multi-espèces, qui regroupent des pratiques et des techniques capables de canaliser des puissants
flux émotionnels, humains et non humains, en les entremêlant dans une tentative de réintégrer Gaïa, de revenir à faire partie de Gaïa. Et d'autres estimaient l'activisme en mettant en jeu certaines spécificités aussi uniques des non-humains que nous n'avons pas. Alors, dans les récits, on parle de biosonar, de dauphins, de la incroyable magnétoréception qui guide sur la Terre les grandes migrations des animaux. Et aussi, comme dans les livres Nous ne sommes pas seuls, la résistance de certaines plantes aux pesticides, comme l'amarante de Palmer. Et ces technologies participent à un agencement matériel discursif où technique et sens et signification, si vous voulez, sont indissociables et cherchent à transformer notre rapport au monde en s'éloignant de logiques extractivistes du capitalisme. On était convaincus dans la sphère autonome que si l'on pouvait réussir à faire régresser les virus qui généraient la maladie des Gaïa, alors la gouvernance capitaliste et la gouvernance quantique et le capitalisme seraient inévitablement tombés en démentant la fausse prophétie de Mark Fisher qu'il veut qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc j'arrive à la page de conclusion, à le slide de conclusion. Et un peu sur la convergence du matérialisme historique et nouveau avec l'écologie politique. Donc les événements relatés dans les récits du Beaumernotte ainsi révèlent que les diffractions et les intersections entre un matérialisme historique et les nouveaux matérialismes s'étaient produites au fil du temps. Et en particulier dans les franges activistes, il apparaît que ces transformations généraient de nouvelles pratiques et perspectives. Ces pratiques apparaissent par exemple dans l'abandon de l'anthropocentrisme et des différents dualismes, dont en premier lieu celui de nature et culture, dans les discours sur la réalité de Gaïa et de sa maladie, dans la reconnaissance de l'agentivité de la matière et dans la tentative de créer des alliances révolutionnaires qui dépassent les cadres des seuls humains. Les Beaumernotte avaient été influencés aussi par les post-humanismes féministes et critiques, et en particulier par Karen Barad, qui, en s'inspirant de Niels Bohr, qui a été un prix Nobel dans les découvertes par rapport à la physique quantique, développe une onto-épistémologie ancrée dans la indétermination quantique, où un même objet physique, qu'il soit un électron, un photon ou même un atome, ne possède pas une nature intrinsèquement définie de façon indépendante de l'observateur. Et c'est l'appareil des mesures et l'observateur, c'est l'appareil des mesures et l'observateur qui, en fonction du dispositif expérimental, détermine la manière dont l'objet se manifeste sous forme, dans les cas spécifiques, c'est sous forme d'ondes ou de particules. Et ce n'est pas un manque d'information, mais une indétermination ontologique. La réalité n'est pas préexistante, mais émerge contextuellement à travers les diffractions de ce que Barad appelle space-time mattering, l'espace, le temps et la matière, un terme qui désigne la manière dont ces trois entités émergent à travers leur interaction. Cela remet en cause l'héritage libéral newtonien qui place l'individuel humain comme agent dominant dans un cadre statique au sein d'une nature réduite à une ressource inerte et exploitable.
Et cela rejoint aussi les discours qu'on a entendus la dernière fois par Judith Revel, qui oppose à l'individu, donc quelque chose qui ne peut pas être divisé, la singularité qui n'existe que dans une forme de relation à une autre ou à d'autres singularités, qui est un concept de Tony. Cependant, et cela me paraît fondamental, d'élargir ces principes au-delà de singularité, au-delà des multitudes, au-delà de seuls humains. Cela permet de formes de commun qui ne seraient pas fondées seulement sur une subjectivité humaine souveraine, mais une coproduction entre humains, non-humains, techniques, nature et matière. D'autre part, dans les récits persistent, les Boomernotes, c'est un boomer, des aspects du matérialisme historique. Et, et donc, la critique du modèle libéral, l'importance de l'infrastructure, la nécessité des luttes des classes, même si ce ne sont plus les luttes des classes du siècle précédent, le rôle des activistes. Et donc, pour conclure, vraiment, il est impératif de faire émerger, ce qui dit le récit, une théorie fondée sur une ontoépistémologie en phase avec une réalité complètement différente de celle des époques précédentes. Une tâche plus ardue, vu qu'un siècle s'est déjà écoulé depuis que les premières révélations de la physique quantique ont rendu caduques les dogmes newtoniens, sans pour autant que cette révolution scientifique ait profondément transformé notre vision du monde. Et donc, une telle théorie ne peut se limiter à dénoncer les impasses du modèle actuel, comme les mensonges, par exemple, de la transition écologique que Frézos est venu même ici à nous expliquer, mais sur lesquels on est complètement d'accord. Transition qui n'est pas en cours et qui n'est qu'un récit, encore une fois, destiné à tout changer pour que rien ne change. Et car c'est un enjeu qui dépasse largement un simple ajustement du système, mais implique une transformation radicale qui nous réintègre dans Gaïa et dans l'ensemble du vivant, et c'est comme une dernière chance. Et puis cette théorie, probablement, n'existera que si elle a les pouvoirs de s'incarner dans une praxis qui ne peut être que révolutionnaire vu la gravité de la situation. Moi aussi, je termine sur une note qui n'est pas politique. Merci. La parole. J'avais dit au début qu'on allait. Non, ma question est une clarification.